Alors, comme Philippe l'a annoncé, le travail dont je vais vous parler part de mon expérience professionnelle chez les préados et les ados. J'ai eu l'occasion de créer des groupes de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux et prévention du harcèlement auprès d'enfants de 11 à 14 ans. J'ai fait, je pense, une trentaine de classes et aussi des formations destinées aux enseignants pour leur fournir des outils par rapport à la prévention et à la sensibilisation du, entre guillemets, bon usage des réseaux sociaux. Et surtout, ma pratique clinique au sein du Centre Psypluriel qui fait partie maintenant du groupe Epsilon. Alors, l'approche psychodynamique sera utilisée pour analyser l'utilisation quotidienne que les enfants et les ados ont des réseaux sociaux. Je pense pouvoir dire, Monsieur Notet, que nous allons élaborer 4 grands composants de la théorie psychanalytique, à savoir les pulsions, les mécanismes de défense, les relations d'objets et le self. Ils sont décrits et sont totalement applicables aux réseaux sociaux. Les interactions en ligne sont des occasions de satisfaire des pulsions, notamment érotiques. Elles sollicitent également les mécanismes de défense de l'adolescent. Dans cette communication à distance, les objets internes ont tendance à s'imposer au détriment des objets externes. Enfin, le self trouve avec les dispositifs numériques de représentation. Cette approche métapsychologique donne une vue assez complète, finalement, de la vie inconsciente et imaginaire des adolescents sur les réseaux sociaux. Alors, 2 exemples cliniques ou 2 vignettes cliniques me sont venus à l'esprit lorsque j'ai préparé le texte et j'avais envie de vous les partager avec vous. En septembre 2022, un préadolescent de 11 ans, il me dit « Je ne m'en sors plus avec tous ces groupes, mais au moins, je sais tout ce qui se passe. Moi, j'aime bien tout savoir. » Mais c'est bizarre, on a beaucoup de groupes. Je te dis tous les groupes que j'ai sur WhatsApp. Coucou les gens, les flemmards, salut ça va, keep and bees, A et B, groupe de beaucoup trop actifs, foot et sport, les copains de toujours, futurs et nos futurs, les appareils dentaires. Je crois que j'en ai oublié. On se raconte, mais parfois on ne sait pas ce qu'on raconte. On parle à tout le monde et il n'y a personne. Septembre 2007, une adolescente de 13 ans arrive en râlant. Mes parents ne veulent pas m'acheter un iPhone 2G. J'ai un bête Nokia. Mais comment veux-tu que j'existe si on ne me voit pas? Mes amis vont croire que je n'ai pas d'amis. C'est comme si j'étais invisible. Quelque temps plus tard, la même ado, j'ai eu mon iPhone, mais ma mère a mon mot de passe. Alors, je me suis créé un autre compte, avec un autre nom, un avatar. Je n'ai pas du tout envie qu'elle se mêle de ma vie. Avec mes amis, on se parle après l'école. Entre ces 2 adolescents, il y a 15 ans. Ces 2 récits me paraissent révélateurs des mécanismes psychiques induits et actualisés par l'importance des réseaux sociaux. Quel appétit de vivre, quel appétit d'exister. L'expression de ce désir de vivre avec l'autre, avec le désir de l'autre et le désir de valoriser l'expérience réflexive est ce qui fonde la perception de soi comme humain. Celui de n'être jamais oublié. Autrement dit, un être humain pense à moi, mais également celui de pouvoir se cacher et de se montrer à volonté, tout en contrôlant la distance relationnelle
qui unit aux autres tout en se séparant d'eux. C'est, je pense, le mécanisme du désir. Lorsque l'ado commente en séance les situations dans lesquelles il est plongé suite à une image ou un partage, on voit à quel point c'est un support qui lui permet de s'éprouver comme au-dessus de ces situations. Raconter une expérience n'est en effet pas une manière de la communiquer. C'est d'abord se constituer soi-même en sujet conscient de cette expérience. C'est ce qui amène d'ailleurs certains ados à se constituer un compagnon intérieur imaginaire, un peu comme Calvin et Hobbes, ce petit garçon qui rendait vivant sa peluche et qui lui faisait partager toutes ses expériences de vie, et il se construisait une vie avec ce tigre qui est en fait une peluche. Les réseaux matérialisent cette figure. La plupart des échanges dans les espaces virtuels sont probablement non adressés. Autrement dit, ils ne sont adressés qu'à soi-même. Mais pour celui qui se parle ainsi, c'est déjà beaucoup, car finalement se raconter, ne serait-ce pas une façon d'amplifier les résonances intimes? Ces messages vont développer la conscience de soi avec l'autre. Chez Lacan, dira M. Notet, ce n'est qu'à partir de l'autre qu'il y aura du soutien. Ce n'est pas comme si l'autre précédait la conscience de soi. Ce n'est pas la conscience qui va à la rencontre de l'autre. C'est à partir de l'autre qu'il peut y avoir quelque chose qui deviendra une conscience de soi. À travers les réseaux et les écrans, l'ado, dans sa transition de passage, va ouvrir la possibilité de devenir sujet. Les écrans sont devenus le fameux stade du miroir ou la fonction scopus, voir pour être vu, et s'être vu parfois à n'importe quel prix. L'ado se montre, est vu et se voit être vu à l'écran. C'est un double mouvement scopique, le tout voyant et le tout montré, comme un jeune enfant qui fait des bêtises en regardant si son parent le regarde. En ce sens, grâce à cette nouvelle visibilité obtenue, l'ado se forme et se transforme de regard en regard. L'enjeu de cette visibilité se situe à la fois dans une recherche narcissique du regard porté sur soi, condition de son existence dans ce monde contemporain, mais aussi dans une recherche de vérité. Vérité qui fait écho à cette recherche de l'objet perdu, le regard, première vérité sur soi. Or, l'adolescence est un moment de reconstruction de soi, pendant lequel il doit se réapproprier son intimité du fait de la nécessaire séparation avec les parents, mais aussi d'une émergence d'un intime sexualisé en construction liée aux modifications narcissiques objectales. Les adolescents doivent se constituer un lieu propre à eux. Alors l'espace virtuel devient un lien de prédilection pour constituer ces espaces propres. Les diverses plateformes d'expression de soi, mais aussi de l'écart de langage entre parents et adolescents, voire même préadolescents, laissent souvent les parents à la porte de l'écran. Ce qui est très très fort dans l'espace virtuel, c'est qu'il me semble que le terme intimité ne puisse s'appliquer tant le regard de l'autre est omniprésent, comme une longue vue, une intimité à vue. C'est Serge Tisseron, repris de Lacan, qui avance le terme d'extimité pour évoquer le mouvement de mise en avant de sa vie intime par le sujet
qu'elle soit psychique ou physique. Il est bon de comprendre avec sa longue vue freudienne ou lacanienne. En fait, c'est un désir de communiquer sur son monde intérieur dans un enjeu de réappropriation grâce aux échanges avec les autres. Tisseron dit que le désir d'extimité est un processus par lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d'autrui afin d'être validés. Il ne s'agit donc pas d'exhibitionnisme. Je pense que c'est une expression du soi intime, avec tout un jeu d'identification qui se passe en deux temps. Identifier l'autre à nous-mêmes et s'identifier à l'autre. Les adolescents ont une sorte de naïveté, d'inconscience de l'ordre de l'intime, liée à leur quête identificatoire qui les pousse à se montrer, trop se montrer. Une ado m'expliquait qu'elle avait créé sur TikTok des petites séquences dont le titre était « Miroir, miroir, dis-moi qui est la mieux lookée ». C'était devenu tellement obsédant qu'elle passait ses nuits à rechercher qui avait copié son look et recherchait à travers d'autres looks ses nouvelles tenues ou maquillages. C'était devenu un point sans fond, un peu comme des tonneaux vides. C'est à ce moment que le rapport au réseau prête à l'addiction. Ces addictions sont avant tout une souffrance. Les souffrances psychiques des adolescents dont l'origine proviendrait du fait de ne pas être vus. Et c'est ça qui appelle au travail transitionnel. Donc en 2007, Elena, comment veux-tu qu'on me voie si je suis invisible sur les réseaux sociaux ? Voilà. Nous devons faire, nous les psychologues, en sorte que ce qui se passe sur l'écran soit vécu et pensé comme un espace transitionnel, se jouant entre réel et fiction, et devient l'occasion d'une construction identitaire absolument singulière dans nos séances. Je pense que nous pouvons nous poser deux questions très importantes. La question de l'identification et peut-être la question de l'addiction à l'identification. Alors, par rapport à l'identification, j'avais envie de faire un petit rappel par rapport à l'adolescent dans ce passage. Il est vrai que l'adolescent, perturbé par des questions plus existentielles ou fragilité par une identité incertaine, a besoin de sentir l'amour que l'autre lui porte, ainsi que la valeur de ses propres sentiments envers autrui. Épreuve ou défi, la relation à l'autre le confronte à une image de soi qui se construit. La puberté ouvre ainsi un champ à l'expérimentation relationnelle avec son lot d'échecs amoureux, de comportements régressifs et d'erreurs d'appréciation. Mais elle permet également des avancées significatives, des initiatives originales et pas mal de créativité, sans compromis avec lui-même. Ce qui se joue, c'est le regard, l'effraction, les limites, la question du lien et du délien. C'est une clinique des paradoxes. Cette nouvelle façon de tisser des liens avec les uns avec les autres, de se construire et de grandir, est propre à une image caractérisée par l'individualisme, l'omniprésence de l'image et l'immédiateté des échanges. C'est une communication en permanence, en bataille, sur la question de la détresse existentielle dans ce toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas ignorer la difficulté de nos enfants et de nos ados qui subissent une pression scolaire, parentale, socio-économique, écologique, dans un toujours plus, un toujours mieux, un toujours plus performant. Et ils n'ont plus le temps d'être des enfants, ils n'ont plus le temps d'être des pré-ados ni des ados.
Un ado de 14 ans expliquait qu'il ressentait de la tyrannie à force de vérifier tout le temps les retours de ses publications. Et en même temps, il ne comprenait pas pourquoi son meilleur ami avait le double de likes que lui. Les publications de photos et mises en scène d'un quotidien inventé, supposé idéal aux yeux des autres, étaient devenues pour lui un enfermement. Donc, je travaille cette question en séance avec lui, et il me dit, en fait, c'est un miroir. Ce miroir va me rendre, en se brisant, ma liberté, ma vraie liberté, pas celle que l'on croit, mais celle qui est à l'intérieur de moi. Je vais boire un peu d'eau. La question de l'identification est là. Comment se présenter à l'autre quand on ne sait pas encore très bien qui on est et encore moins qui est l'autre? Jeu de miroir, jeu de regard, exhibitionnisme et voyeurisme. Autant de risques de perversion de liens qui sont directement induits par ces cyberplateformes. Quel enjeu narcissique pour des jeunes déjà en quête d'eux-mêmes, et par là, même inquiétante pour les enfants et les jeunes. Et la question du père qui est éclipsé, qu'en fait-on? Cette question sera abordée plus tard par un de nos discutants. L'identification est un processus psychique inconscient par lequel une personne rend une partie plus ou moins importante de sa personnalité conforme à celle d'un autre qui sert de modèle. C'est le cas dans les jeux sur ordinateur. D'ailleurs, de nombreux parents se plaignent que leurs enfants s'identifient aux jeux vidéo et qu'ils deviennent plus agressifs lorsqu'ils jouent trop longtemps parce qu'il a décidé de faire partie des méchants, etc. Un jeune de 14 ans me racontait que tout cela est imaginaire et que ce n'était pas vraiment lui qui jouait, mais c'était son avatar et qu'il avait d'autres avatars et qu'il ne savait pas vraiment qui c'était, mais que ce n'était pas vraiment important parce que ce n'était pas vraiment des amis. Dans cet exemple, on pourrait dire que l'identification est donc nécessairement imaginaire. Le joueur s'identifie à son avatar, non comme à une personne réelle, mais en tant qu'objet présent dans une image. Le joueur ne peut pas voir l'objet virtuel qu'il doit commander comme un élément du monde réel, et en fait, quand on les entend, je trouve que c'est assez fascinant. C'est très intéressant d'utiliser le comment nos ados jouent pour comprendre la relation à l'autre et comment leur mécanisme psychique rencontre le virtuel. Parfois, pendant toute une consultation, je ne fais que écouter comment il a joué, et ça en dit vraiment long dans sa façon de fonctionner psychiquement. Alors, cela permettrait surtout de déterminer ce qui peut aussi se jouer au sein des réseaux lors de ces jeux et aussi nous poser cette fameuse question de quand est-ce addictif. Je voudrais appuyer ce propos par les dires d'une adolescente qui me transmettait ceci. Je voulais que les autres me disent que je suis belle, que ce que je fais est bien, même si je ne voulais pas vraiment montrer qui je suis. J'avais besoin qu'on me le dise par un like, par une emoji ou par un mot. Je ne faisais que ça, me montrer, me montrer. J'étais devenue addicte. Et puis un jour, j'ai été trop loin et tout a dérapé. J'ai commencé à recevoir des insultes, même de jeunes d'autres écoles que je ne connaissais pas. Je vis un enfer depuis 2 ans. Et donc, elle a choisi de ne plus aller à l'école. Donc, il y a tout un travail qu'il faut refaire pour qu'elle puisse exister autrement qu'à travers son image, entre autres. Son recours addictif aux réseaux sociaux s'apparentait, je pense,
à une impasse psychique où l'image, plus généralement le virtuel, ne pouvait pas lui permettre d'étayer le projet identificatoire. Bien au contraire, c'était un leurre, en rupture avec celui-ci. Elle avait investi Instagram comme soutien dans l'étayage de sa propre estime de soi, estime fragilisée. Je pense que l'assimilation de l'addiction virtuelle correspond à une pathologie de la transitionnalité, dont de la dépendance du jeu pendant l'adolescence. Derrière ce mouvement pulsionnel de l'adolescent se trouve un jeu d'identification en deux temps. Identifier l'autre à elle-même, mais aussi s'identifier à l'autre par les retours sur l'écran. Effectivement, si l'imagination requise par les technologies facilite la créativité et l'interactivité, l'excès de recours au virtuel empêche le jeu et attache l'utilisateur à l'écran comme dans le pire des scénarios de dépendance, précisaient deux auteurs qui ont beaucoup travaillé la question, c'est Marty Missonnier déjà en 2010. L'adolescente était branchée, connectée en permanence et restait alors collée à l'objet, sans possibilité de négocier avec ses conflits internes. Ses conduites compulsives, addictives, se sont caractérisées par le surinvestissement du collage à l'objet. Ce comportement a entravé, en tout cas, profondément sa construction interne. Alors, cette adolescente m'a fait penser à une autre adolescente, Amanda Tots, la Canadienne, cette jeune fille canadienne qui s'est suicidée de par son trop-plein de messages destructeurs à son égard. Donc on peut quand même en arriver jusque-là. Lorsque les réseaux sociaux s'ajoutent sans aucune substitution à d'autres modes relationnels, les adolescents entrent dans une logique d'actualisation permanente de l'instant. Ils passent TikTok, et puis Snapchat, et puis Instagram, et puis un petit peu en vrai, et puis ils repassent sur les différents réseaux sociaux. Ils sont alors dans un ici et maintenant. Alors je pense aussi que l'écran est une protection fiable pour l'ado, pouvant aussi jouer un rôle parexcitant dont il peut choisir de s'affranchir et de négocier la distance à l'autre au fur et à mesure qu'il s'approprie la relation. Un ado m'expliquait que grâce à Snapchat, tous ses copains pouvaient se géolocaliser. Comme ça, il savait où il fallait se rejoindre. Et effectivement, donc, dans cette application, par exemple, s'il est 5 heures de l'après-midi, il regarde où sont tous ses copains et il se regroupe. Mon fils de 28 ans, ce matin, il me disait « J'aurais détesté ça ». C'est des autres générations. Moi, je trouve cela extraordinaire, parce qu'on voit là un potentiel puissant dans ce lien de partage. L'écran devient alors un espace virtuel qui a la particularité de regrouper leurs pairs dans la vraie vie. Les ados expérimentent les relations sociales, et jouent les conflits de séparation comme de l'indépendance et de l'interdépendance. Un capital social, m'a dit un jour une adolescente. Alors, en tant que psychologue pour enfants et ados, il m'a été nécessaire de repenser les modalités relationnelles à partir des investissements entrant en jeu au sein des espaces virtuels. Je ne pense pas que le courant libidinal au sein des réseaux soit orienté vers les autres. C'est une utopie sociale. On fait comme si l'amour du prochain et les identifications garantissent l'évitement de messages haineux et d'annulation de l'autre. C'est un vrai questionnement que nous devons travailler en séance, avec les enfants, les préados, les ados et les parents.
nous rencontrons de nombreux adolescents qui utilisent de manière plus ou moins modérée quand même les réseaux sociaux. Souvent, leur usage est diabolisé par le monde des adultes car ils n'en voient que les aspects négatifs. Mais c'est aussi par une méconnaissance de leur usage que certains préjugés se sont développés. Les parents sont inquiets, ils se demandent quels risques courent leurs enfants et dans quel piège ils risquent de tomber. Ils se sentent impuissants devant l'ampleur des enjeux psychiques, émotionnels et affectifs que prend ce monde virtuel et qui leur échappe. A priori, pour moi, un réseau social est un lieu de communication pour le jeune qui lui permet de nouer des liens virtuels avec ses pairs et d'appartenir à des communautés. C'est un lieu d'expression et de projection, permettant, si et seulement si, les échanges avec les autres sont suffisamment bons, de penser ces espaces comme des lieux contenant des contenus psychiques en jeu d'une réintrojection de leur expérience. Mais il peut aussi devenir un lieu d'exhibition de soi, d'une certaine forme d'intimité, de recherche identitaire à travers son propre reflet et celui que les autres vous renvoyer. Le réseau social peut devenir le lit d'un déferlement d'opprobre et de haine caractérisé. Et le cyberharcèlement, malheureusement, peut mener certains ados au désespoir. Le plus inquiétant dans l'addiction est que, à un certain moment, l'intimité est tellement mise à vue qu'il y a comme une dépossession d'un intime de soi. Alors l'adolescent se trouve entortillé dans une image miroir dont il est difficile à se dépêtrer. Et il va continuer sans relâche à tenter de récupérer son intime. Et l'addiction se met en place à son insu. Merci pour votre écoute.